de koh qui a plus d'une corde à son arc, qui est aujourd'hui chef d'entreprise, qui pilote des avions, enfin bref, qui sait faire plein de choses. Il était à Raja Ampat en 2011 et il est revenu ensuite dans la nouvelle édition en Malaisie quelques années plus tard. Il a été une fois éliminé aux portes de la finale, une autre fois il était finaliste. Vous l'avez sans doute déjà reconnu, c'est Martin que je vais essayer de récupérer au plus vite. Mon cher Martin, le voilà. Est-ce que ça va fonctionner? En attente de Martin, aventurier. Ah ben il est là. Non mais attends, mais c'est quoi ça, Martin? Me voilà. Non mais c'est quoi ce look de bûcheron? Écoute. Non mais attends, c'est quoi cette moustache? Elle est pas belle, ma moustache. Non mais c'est la moustache. Non mais attends, sans déconner, c'est la moustache du confinement, ça? Exactement. C'est la moustache qui me permet de faire un peu peur à ma belle famille en vrai. Je vous explique. Pourquoi? Est-ce que t'es confiné chez ta belle famille? Je suis confiné. Mais t'es fou! Mais t'es fou, toi! Comment tu peux Dans faire ma belle ça? famille. C'est qui tout double, hein. C'est pour ça que je me suis fait cette moustache en me disant que du coup je ferais un peu peur. Il y a plus que d'habitude. Cyril qui dit c'est chips. Donc voilà, mais ça me permet. C'est le moment. Et ta belle-mère, alors comment comment elle accepte que tu viennes à table le soir? Du coup, c'est le point positif, c'est que je viens juste à table. Je participe pas aux préparatifs parce que du coup je fais un peu plus peur. Mais non, je blague, c'est une blague. Mais est-ce que des fois tu pousses des cris avec cette moustache? Mais non, mais c'est le point de pouvoir s'amuser un peu parce que je suis pas en représentation avec mes équipes. Alors j'espère qu'il y en a pas trop qui vont me regarder ce soir. Mais ça me permet de pouvoir me marrer un peu parce que j'ai ni équipe ni client. Donc allez, j'en profite un peu pour faire ce qu'on peut jamais faire. Non mais sans déconner, même Laurent Mestré, qui était notre invité il y a quelques jours, qui t'a battu en finale, on y reviendra, il en revient pas là. De ce look. Ouais, mais Laurent, c'est un petit joueur, il ose pas. Il est pas très courageux, Laurent, vous savez, c'est pas. Voilà, il faut oser dans la vie. Ouais. Ah bah écoute, là c'est clair, t'as bien osé. Alors, ta belle-mère, c'est une chose, ta femme, elle aime le bisou avec la moustache. Je sais pas parce que je me suis fait ça là maintenant, en fait. Donc je sais. Ouais, enfin, tu t'es fait ça maintenant. La moustache, elle a pas poussé en 2000. Ouais, non, la moustache, elle a pas poussé, mais je me suis rasé les contours un peu là rapidement ce soir. Donc écoute, on verra bien. Je pense qu'ils sont en bas. Moi, je suis tout en haut, R+2. Donc on va voir. Je pense qu'ils doivent se marrer là en me disant, mais il est pas possible celui-là. Mais en tout cas, écoute, on se marre bien. J'ai beaucoup de chance en vrai parce que je suis en Sologne. Je suis effectivement chez ma belle-mère. Mais on a une jolie maison avec un jardin, on est sur la Loire, et j'ai surtout beaucoup de... Claude, il dit, tu ressembles à Chuck Norris, comme ça. Exactement. T'as vu, un peu, c'est un rêve de gosse que j'ai pu faire. Mais voilà, j'ai beaucoup de chance par rapport à beaucoup aujourd'hui qui n'ont pas la chance que j'ai parce qu'ils sont dans un appartement en famille, confinés et tous, et je pense bien à eux. Moi, j'ai cette chance-là, donc je remercie du fond du cœur ma belle famille qui m'aide tous les jours avec ma petite fille de 20 mois, où c'est pas simple. Ouais, parce que ta vie, elle a changé depuis qu'on t'a connu dans ton premier Koh-Lanta. T'étais un môme, on va y revenir. T'avais justement de temps en temps les flashs, les jaillissements d'un gamin. Aujourd'hui, père de famille, marié, chef d'entreprise, ça déconne plus, quoi. Hein. On plaisante pas, hein. Bah non, ça on en a bien profité. Bon, on en profite toujours autant, mais d'une manière différente. Mais c'est aussi, c'est aussi ce qu'il y a de plus beau, hein. Donc franchement, je suis pas à plaindre. Bon, alors ton confinement, tu le disais en Sologne, avant d'aborder Koh-Lanta. Tiens, c'est vrai, j'y avais pas pensé parce que les cheveux, c'est la bonne couleur, mais il te manque quelques frisettes. T'as un petit côté Jean-Paul Rouve, les tuches. Ah, mais c'est sympa. Je sais pas comment je dois le prendre. Non, je parle pas des cheveux, je parle pour la moustache. Ah, des frites. Des frites. Et puis tu sais, quand il y a un jour férié, ce qui est bien, c'est que le jour d'avant c'est férié pour préparer, et le jour d'après c'est férié pour récupérer. Exactement, c'est ça. Exactement. Bon, on va revenir sur Koh-Lanta. Le premier, c'était en 2011, Raja Ampat, 23 ans. Est-ce que je me trompe si je dis qu'à cette époque-là, tu étais un peu un branleur, que tu n'étais pas le mec le plus assidu à l'école et que tu avais envie un peu de couper les ponts et de te dire « je vais tenter une expérience extraordinaire qui va peut-être me servir de marqueur dans ma vie ». Alors, branleur, ça dépend. Pas le plus assidu à l'école, ça c'est une certitude. Ouais. J'étais entre deux jobs. Par contre, moi je suis un vrai bosseur. Dans la vie de tous les jours, ça c'est clair et net. Mais pas à l'école. J'ai jamais été très studieux en administratif. Maintenant, à l'époque, si je me trompe pas, tu vendais ou tu fabriquais des cravates. Exactement. Le nœud était déjà tout fait. Tu avais juste un fil comme ça pour ceux comme moi qui ne savent pas faire une cravate et qui en mettent une fois par an. C'était facile.
Et ça a très bien marché, on s'est bien amusé et ça a rendu service à certains agents de la RATP, de la SNCF, en tout cas les gens chez Europcar, tous les uniformes. Donc ça a été très sympa, on s'est bien amusé. Mais c'est vrai que c'était pas la vie. Ça nous a permis de passer du temps et de créer quelque chose parce que moi j'ai besoin de créer de mes propres mains. Et donc ouais, non, j'ai jamais été très scolaire, j'ai toujours été bosseur, un peu les mains dans le cambouis. Ouais, on va dire, je profitais pas de la vie, mais j'étais entre deux jobs et en fait ça s'est fait complètement par hasard avec un copain qui m'a dit mais je t'es pas capable de t'inscrire à Koh-Lanta et en fait ça s'est fait sur un coup de poker et très honnêtement moi je me suis dit ben oui je vais m'inscrire mais parce que je trouvais ça très drôle de pouvoir raconter aux gens que j'avais fait un casting une fois dans ma vie et comme je suis hyper curieux et que j'adore les nouvelles expériences, les challenges et tout ça, je voulais raconter que j'ai pu faire un casting et en fait j'ai été pris. Donc là, c'était moins drôle. Mais alors, parce que si on revient un peu à la genèse, dans la famille, on n'était pas forcément très très heureux. On aurait préféré que tu continues les études plutôt que d'aller faire le foufou et l'aventurier à la télévision. Ah, ça c'est clair. Ça c'est sûr que mes parents n'étaient pas hyper pour, mes amis n'étaient pas hyper pour. Non, c'était pas simple. Ah, même tes amis n'étaient pas pour? Pas tous, parce que ils voyaient forcément le côté télé-réalité, presse, médias, etc. Donc ouais, c'était un peu compliqué. Moi, je viens pas, enfin, on fuit un peu tout ça chez nous, donc on n'est pas très presse people. Donc ouais, c'est pas forcément hyper bien passé. Mais moi, plus on me dit ça, plus de toute façon, je vais à l'inverse. Donc voilà, c'était pas compliqué. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui dit là, et ça doit te rappeler pas mal de souvenirs. Martin, la légende du pêcheur. Ah, ça c'est sympa ça. La pêche, hein, ça c'est quelque chose d'important aussi. Hein. On a pêché pas mal de poissons dans mes aventures, ouais. On a eu pas mal de chance. La mer était généreuse. La mer était généreuse et il y avait aussi du talent. Alors je voudrais qu'on revienne, donc Raja Ampat, victoire de Gérard. Tu as été membre du jury final, tu as été éliminé juste avant la finale. Dis-moi, je me remémorais cette saison. On parle de la stratégie d'aujourd'hui, on l'évoquera tout à l'heure. Mais à l'époque, ça allait dans tous les sens. Il y avait vote contre vote, les gens changeaient d'alliance. Ça allait à 2000 à l'heure, c'était compliqué de s'y retrouver. Ouais, c'était pas simple. Je pense qu'il y avait moins de candidats, on va dire très stratèges. Il y avait plus de grand public, de gens vraiment normaux, etc. à l'époque. Et puis 2011, je sais pas si tu te souviens, en tout cas moi très bien, c'était la première saison où il y a eu ce vote noir et le Covid d'immunité. La première fois. Donc on n'avait pas ce recul de comment ils ont fait les autres saisons pour gérer ça. Est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on le dit pas, et souviens-toi, Maxime, on avait créé un collier. C'est historique aussi. Maxime, le jeune même. Il avait créé un collier. Quand tu dis collier, on avait quand même l'impression d'un collier de nouilles que pourrait faire ta fille aujourd'hui. Hein. On est d'accord, mais on n'en avait jamais vu. Ouais. Et on n'avait aucun historique, jamais. C'est vrai. Donc on ne pouvait pas savoir. Effectivement, il y a quelqu'un qui compare un chauffeur routier aussi dans cette. Ah, c'est sympa. Écoute, j'adore. On salue parce que les chauffeurs routiers, n'oublions pas, ils font partie de ceux qui bossent aujourd'hui. Et si on a ce qu'il faut dans les magasins et tout ça, c'est aussi parce que les routiers sont en train de bosser malgré le virus. Donc chapeau bas et pensez à tous ceux qui travaillent, quel que soit le domaine. Ça c'est clair. Non, je sais plus où on avait été d'ailleurs, tu me parlais de Si, tu me disais le collier d'immunité, on savait pas le collier d'immunité, on était première saison, vote noir et collier d'immunité. Donc en fait, on n'avait aucun recul. Maintenant, on a 5, 6, 7 saisons derrière nous pour affiner les stratégies, ce qui a été fait avant, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. On voit bien même que même cette année, avec des stratégies, il y en a qui fonctionnent pas très bien quand même. Hein. Je sens que tu as envie de parler de la stratégie, mais on en parlera. Moi, c'est la fin de l'aventure qui m'intéresse et certaines choses qui m'ont marqué. On est dans l'épisode 8, tu gagnes le jeu des bambous percés, tu sais, où il faut aller chercher de l'eau avec des bambous qui ont des trous, il faut boucher les trous un petit peu comme un musicien, et là tu gagnes. Et tu gagnes ce confort, et à ce moment-là, le confort c'est quand même de partir à la découverte de cet endroit merveilleux à la frontière de la Papouasie. Et à 23 ans, Joe, t'es 23 ans, tu offres cette récompense. Et je ne me souviens pas à l'époque qu'il y avait une véritable raison stratégique derrière ce geste, simplement de la générosité. Mais alors, et c'est là où, je referais exactement la même manière si je devais recommencer. Et deux, non, effectivement, il n'y avait aucune stratégie, c'est vraiment le cœur qui parlait à ce moment-là, parce que si on s'en souvient, j'ai quand même choisi Florence et Patricia, qui étaient une rouge et une jaune. Hein. C'est vrai.
Donc en termes de stratégie, on pouvait pas faire pire pour moi personnellement, parce que en fait, en faisant ça, je me suis mis la moitié des gens à dos, en me disant mais pourquoi t'as fait ça, je comprends pas, et pourquoi pas elle, et pourquoi pas truc. Donc ça a été super compliqué à gérer, mais en fait c'est juste le cœur qui a parlé à ce moment-là, parce que on avait tellement échangé entre nous les uns avec les autres que ouais, j'avais le sentiment que cette récompense, c'était la récompense qu'aurait rêvé d'avoir Patricia et Flo à ce moment-là. Et en fait, je pense que la question s'est pas posée. Mais moi, je m'en souviens très bien parce que tu l'as dit ouvertement. Et ça n'avait jamais été fait avant, d'ailleurs. Hein, d'ailleurs, c'était spontané. Même, vous êtes un peu resté. Même toi, tu m'as dit. Oui. Ben ouais, parce que je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas de ta part parce que tu étais jeune, parce que c'était une récompense incroyable. Et je me souviens de ce que tu as dit. Tu as dit, moi, dans ma vie de tous les jours, alors je suis jamais venu en Papouasie et je ne vivrai pas cette récompense. Mais j'ai eu de la chance de tellement déjà voyager, j'ai eu la chance de tellement vivre de choses que je crois que tu avais été touché par la vie plus compliquée, plus austère d'une Patricia et d'une Florence et que tu avais envie, tout simplement, par générosité, de leur permettre de vivre quelque chose qui serait, quoi qu'il arrive, inoubliable. Oui, alors, tellement, on a beaucoup voyagé, ça c'est sûr, et j'ai eu beaucoup de choses. Ouais. Maintenant, le bonheur, c'est aussi pouvoir procurer un sourire à un moment donné et à pouvoir partager. C'est aussi ça le bonheur, c'est le partage en fait. Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais. Et de voir à ce moment-là ce sourire et les souvenirs que j'ai pu donner, si tu veux, à Patricia et à Flo, elles le garderont toute leur vie dans leur tête parce qu'elles ont partagé quelque chose d'incroyable. Et c'est ça le bonheur. Et en tout cas, à ce moment-là, pour moi, c'était ça le bonheur et j'ai pas réfléchi une seule seconde. Bon, je le disais tout à l'heure, très fort dans les épreuves, tu en as gagné quand même 9, 3 conforts, 3 immunités, poteau, orientation, plus le premier jeu de la prochaine aventure dont on parlera. Tu as fait plaisir à Florence dans l'épisode 8, mais dans l'épisode 9, la mère Florence, elle est un peu en toupie et elle le paye par une élimination. Ouais, Flo, c'est pour ça qu'on l'adore. En tout cas, moi, c'est pour ça que je l'apprécie énormément, c'est que c'est une sanguine. Elle réfléchit pas du tout avant de parler, ça sort comme ça sort, et c'est vrai que parfois ça sort un peu vite, et autant on adore Flo tous les jours, etc., autant quand elle pète des câbles et qu'elle pique des colères et tout ça, ouais, on a envie de lui dire, hé, doucement, calme-toi, t'inquiète pas, ça va aller. Et effectivement, je pense qu'à un moment donné, ça a été trop loin, trop fort, et d'ailleurs, elles se sont pris le bec avec Patricia, la récompense qu'elles avaient profité, en réalité, c'était juste la veille, hein. C'était pas une semaine avant, hein. Ben non, bien sûr. Donc c'était la veille. Ah, mais c'est allé à 2000 à l'heure, c'est pour ça que t'en parles. Effectivement, voilà, il faut relativiser, et il y avait des tensions, c'était fatigant, c'était épuisant. Après, attention, c'était il y a presque 10 ans maintenant aussi, donc je peux pas te dire précisément ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Mais ça fait du bien, Flo, et c'est vrai que ouais, je pense qu'à ce moment-là, ça avait été too much, clairement. Et puis, à l'unanimité, on avait décidé de l'éliminer. Et c'est, d'un point de vue personnel, c'est clairement le conseil, c'est ce qu'on redoute le plus systématiquement, sauf quand on a un collier, et encore, mais c'est vraiment ce qu'on redoute le plus. Donc finalement, quand on trouve un nom qui n'est pas le sien, on est toujours un peu content. Ça a été fait comme ça à ce moment-là. Tiens, il y a quelqu'un qui te compare à un viking. Collier d'immunité, on y reviendra aussi pour ta deuxième aventure, parce que tu as gagné quand même un collier, tu l'as gagné lors de la toute première épreuve, tu l'as emmené jusqu'au bout, et tu t'en es même pas servi. Puisque au moment où tu aurais pu t'en servir au dernier conseil, tu avais gagné l'immunité précédemment, donc tu étais immunisé, tu n'en avais pas besoin. Donc l'épisode 10, juste après toi, tu es éliminé, tu es un peu l'homme à abattre, en quelque sorte, puisque tu es quand même très très fort, mais tu reviens au bénéfice de l'élimination sur décision médicale de Virginie, et l'épisode 12, tu te venges parce que tu gagnes à nouveau l'immunité. Épisode 13, tu gagnes le confort. Et là, je veux que tu nous racontes parce que sur ce confort, derrière, tu pars pour un moment inoubliable avec ton pote, celui qui est encore aujourd'hui ton ami, Laurent Mestré. Ah ça, c'était un des plus beaux moments de partage de toute l'histoire de Koh-Lanta que, en tout cas, moi, j'ai pu faire. Je rappelle juste un truc, je me souviens, on en a parlé avec Laurent, c'est le moment où, en partant de joie, il veut faire le kéké et faire un pas de danse pour monter dans le bateau et qu'il se casse la figure, on a cru qu'il s'était cassé la tête. Ouais. Parenthèse fermée. Exactement, mais surtout c'était un moment où on était au bout de l'aventure, parce que c'était la dernière épreuve de confort. C'est vrai. Bon, c'est aussi ce qui m'a coûté mon élimination, ne jamais
gagner la dernière épreuve de confort. Attention. Ah, ça va être mis dans le manuel. Jamais gagner l'épreuve de confort. Et ça, c'est la plus grande des stratégies. Maintenant, ouais, c'était un des moments les plus incroyables parce qu'on avait un énorme bateau seul pour nous en plein milieu de Raja Ampat, qui était un des plus beaux endroits et que je pense encore à l'heure actuelle au monde parce que des plus préservés. Et on était tout seul avec un bateau, avec de la nourriture à profusion, un gâteau au chocolat qui venait, qui revenait. On avait bu chacun. Ils nous ont servi une coupe de champagne, mais une seule. On était mais tellement joyeux, au bout de notre vie, on n'en pouvait plus. On avait l'impression qu'on était des enfants bourrés, je sais pas quoi. On a sauté du bateau tout en haut. Enfin, on a pris un C'était comme un vieux rafio, hein, si on le décrit. C'était un bateau absolument magnifique. Ouais, mais même plus gros que ça, plutôt même vieux bateau de pirate, si tu veux. Ouais, même, exactement. Bateau de pirate, tu vois. Et il y avait des baignoires qui étaient dehors. On a pris des bains dehors. Moi, je me suis rasé complètement et j'ai paniqué quand je me suis vu. Enfin, c'était vraiment un moment mais incroyable. Et franchement, je serais capable de raconter tout ce qui s'est passé dans les moindres détails encore maintenant. Tellement c'était dingue. En tout cas, Laurent, ça a beau être ton pote. Quelques heures, quelques jours après, badaboum, il participe à ton élimination et tu pars avant de connaître l'orientation, avant de connaître les poteaux. Mais tu marques de ton empreinte Koh-Lanta, l'histoire de Koh-Lanta par ta force et ton côté pluridisciplinaire. T'es capable, enfin t'es bon en équilibre, t'es bon dans l'eau, t'es bon dans quasiment toutes les épreuves. Ce qui fait que aujourd'hui, quand les gens citent ceux qui sont les plus forts sur les épreuves, eh bien ton prénom revient souvent, au même titre que celui de Théoa, celui de Claude, celui de Sam maintenant. C'est gentil ça. Voilà, donc ça, ouais. Non, c'est. Alors, moi, je voudrais partager avec vous parce que Koh-Lanta, c'est une histoire d'homme et on le disait, ta famille était pas très chaude au départ pour que tu y ailles. Et moi, je me souviens d'un moment, il y a des moments comme ça qui sont privilégiés dans la vie d'un animateur, c'est des rencontres aussi. Et je me souviens un jour avoir vu ton père et avoir discuté avec lui très simplement et il m'a dit, au départ, ça c'était pas ma tasse de thé, mais qu'est-ce qu'il a bien fait d'aller faire Koh-Lanta. Quand il est rentré, c'était un autre homme. Il était un gamin, il est devenu un homme, mais tout simplement, il nous a dit à l'ensemble de l'équipe de production merci. Donc ça c'est quelque chose de très fort aussi pour ton premier Koh-Lanta à 23 ans. T'en reparles de temps en temps avec lui, avec ta mère, avec tes frères et sœurs? On en reparle un peu, ouais, tout le temps, et surtout quand les émissions reviennent et que du coup ça revient un peu au centre de l'actualité. Forcément, oui, parce que ça fait partie de ma vie clairement. Et ouais, je suis assez d'accord avec lui et c'est sympa d'en parler parce que ouais, ça m'a permis de relativiser, ça m'a permis de prendre conscience de beaucoup de choses. Avant, c'est vrai qu'on vit un peu dans un monde d'insouciance, tout est là, effectivement on bosse, mais il n'y a pas beaucoup de difficultés, la vie est belle, c'est sympa, on part en vacances. Et là, on se retrouve dans un milieu, dans une aventure où on côtoie des gens qui viennent d'horizons, d'univers totalement différents, de problématiques différentes que j'aurais jamais rencontrées sans Koh-Lanta, et avec lesquels on s'est lié d'amitié pour certains. Et en tout cas, je les respecte tous et c'est juste, ça permet de relativiser, tu vois. Un exemple tout con, je joue beaucoup au tennis, j'adore ça et quand au départ je joue au tennis et que les balles étaient pas nickel chrome, que le terrain était pas nickel chrome, on gueule, on n'est pas content, on trouve une excuse. Et après ça, on se dit, mais en fait, mais on est ridicule, quoi. Et ouais, ça permet de beaucoup relativiser et ça fait prendre conscience que il y a autre chose que son petit univers et son petit milieu, et c'est surtout grâce aux autres qu'on peut avancer, en fait. Bon, en tout cas, moi, je vais essayer de progresser parce que je lis le message de quelqu'un, évidemment anonyme comme d'habitude, qui me dit « Pourquoi tu ne poses pas les bonnes questions, Denis ?» Cher ami, je ne pose pas les bonnes questions parce que malheureusement, je n'ai pas ton talent. Mais peut-être qu'un jour, je travaille chaque soir pour être chaque soir un peu meilleur. Martin, je suis désolé de ne pas te poser les bonnes questions. C'est juste je sais pas quelles sont les bonnes questions. Non, mais justement, je trouve que de temps en temps, mais c'est amusant. La nouvelle édition Malaisie. On était avec Freddy il y a quelques jours depuis Sydney où il vit depuis quelques années. Et là, alors, je disais très fort dans les épreuves, mais à l'épisode 7, il y a une épreuve où la victoire donne le totem et l'immunité au conseil, et la défaite, c'est-à-dire la place de dernier, est synonyme d'élimination instantanée. Et là, je peux te dire, et pas une demi-seconde, on a imaginé que ce dernier puisse être toi, et finalement, et c'est ça aussi la beauté de Koh-Lanta, c'est que ce jour-là, t'es le moins bon, et ce jour-là, tu pars.
Ah, je fais pas les choses en juste milieu, moi. C'est tout l'extrême. Hein. Soit je gagne, soit je perds. Tu te souviens Ouais, de cette épreuve, effectivement, raconte-nous. c'était l'épreuve du serpent, là. C'était l'épreuve du serpent, du puzzle, en fait. Ouais. Et j'étais arrivé pas trop mal, hein, pour arriver de même dans les Eh premiers, non. d'ailleurs, sur la plage pour faire le puzzle, nickel chrome et tout ça. Et puis, tu vois, moi, j'avais pas écouté suffisamment les consignes, pas fait suffisamment attention, un peu de Ouais. fou, comme d'habitude, pour essayer de finir propre et bien. Ouais. Et pour moi, dans ma tête, un puzzle, c'était pile ou face. C'était soit d'un côté, soit de l'autre. Et bêtement, j'ai pas écouté. Et en fait, c'était 4 faces possibles et non pas Ouais. 2. Et donc, je l'avais terminé mon puzzle. Mais je suis resté bête sur la dernière phase où en fait, je l'avais tourné que dans un sens ou dans l'autre. Tu m'as dit non une fois, je l'ai tourné dans l'autre sens. Tu m'as dit non 2 fois. Ouais. J'ai dit, mais en fait, c'est pas possible, Denis. C'est pas possible. Il y a une erreur dans mon truc. Et les autres terminaient 1 fois, 2 fois, 3 fois. Eh ouais. Et en fait, je suis resté bloqué. Je suis resté bloqué. Voilà. Et ben, j'ai perdu. Et parce que j'ai. Laurent, il dit quelle épreuve. Claude, il dit même les plus grands tombent un jour. Tu vois, donc ça rappelle plein de souvenirs. Mais il est Non, encore mais là c'est le vrai, plus grand. parce que cette épreuve, t'as failli la gagner même. T'étais bien parti, tu sais. Mais j'avais D'ailleurs, fini au début, mais j'avais ouais. fini tout. Et là, t'as j'avais bloqué. terminé, je t'appelle Mais et tu me dis t'as non. Mais t'as bugué Ouais. ce jour-là. T'as vraiment bugué. bah ouais, parce que je comprenais pas. J'ai fait un sens, ça passait pas. Je fais l'autre. Hmm. Je te rappelle, ça passe pas. Tout était bon. Et j'ai pas réfléchi qu'on pouvait le tourner 3/4 ou 3/4. Et en fait, je suis resté arrêté en me disant, il y a une erreur. Et après, c'est ça, je t'ai dit, mais attends, il y a une erreur. Et tu m'as dit non. Et tu l'as tourné d'un quart. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es bête. Bah voilà, et c'était bien fait pour toi. C'était mérité, c'est tout. Tu sais, il y a deux moments comme ça qui me reviennent. Il y a évidemment ta défaite là, et puis celle de Moussa, qui est éliminé aussi. Je sais pas si tu te souviens, c'était au Cambodge. Il devait refaire une espèce de statue ressemblant à celle qu'on peut trouver dans les temples d'Angkor, à Siem Reap. Et là, Moussa, comme toi, il est assez en avance très vite. Il a la forme, la bonne forme, etc. Je dis n'importe quoi, il y avait 19 pièces. Il me fait la bonne forme, mais avec 18 pièces. Il est quasiment dans les premiers. Et il voit tous les autres terminer. Et à chaque fois, il me dit, il change un truc, il me dit, c'est bon là, Denis? Je lui dis, non, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que depuis le début, il est assis sur l'une des pièces. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu qu'il n'avait composé qu'avec 18 pièces, alors qu'il fallait en mettre 19. C'était une pauvre petite rondelle. Et à cause de ça, eh bien, il est éliminé lui aussi à un moment crucial juste avant la finale. Et ça m'étonne pas parce que Moussa, je pense qu'il y a, on a peut-être certains de ces milieux, on n'écoute pas suffisamment parce qu'on est persuadé qu'on a compris trop vite. Il y a tellement d'adrénaline. Il y a ce côté mort subite aussi qui fait que quand vous annoncez ça au début de l'épreuve, vous imaginez pas dans quel état d'esprit nous on est. Putain, le dernier il est éliminé quoi. En fait, ok, il y a un totem à la clé, mais il y a aussi un dernier qui est éliminé, donc c'est pas n'importe quoi. Donc il y a un stress, on réfléchit, on cogite. Et on n'écoute pas suffisamment, on est dans notre bulle, et puis on part, et en fait, on se fait éliminer sur une erreur bête. Et c'est pour ça que la précipitation, attention, quoi. Mais ouais. Mais je regrette pas, je vais dire pourquoi je regrette pas cette élimination, parce que le lendemain, et c'est une grande première, ça n'a jamais eu lieu, Théoura est éliminé au conseil. Mais à ce moment-là, il ne sait pas que finalement, il ne va pas y avoir 2 éliminés, mais un seul. C'est-à-dire que on va organiser un duel entre toi, qui a été donc éliminé au jeu d'immunité, et Théoura, qui a été éliminé au conseil. Et le lendemain, vous vous retrouvez, il nous a montré l'autre jour l'objet du crime, entre guillemets, ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire une épreuve de patience et de force où vous deviez, avec 2 appareils en métallique, maintenir à la verticale une barre de fer. Et là, tu te rends compte, le choc de titan, à l'époque, on aurait pu avoir 2 aventuriers totalement différents, beaucoup moins forts, beaucoup moins performants, beaucoup moins impactants. Et là, on a face à face dans ce duel au sommet, Théoura d'un côté et toi de l'autre. Mais de toute façon, c'était, enfin, je veux dire, c'est un respect, c'est une légende, c'est même type que Claude, même type enfin, voilà, il y en a pas beaucoup, hein, des aventuriers qui ont marqué l'histoire de Koh-Lanta, étaient Claude, tous les 2 en font clairement partie, et sont, pour moi, et je pense pour la plupart de l'unanimité, peut-être intouchables non plus, et c'est pas pour ça qu'on doit absolument pas mettre leur nom, et je suis pas d'accord là-dessus, mais ouais, ça reste des légendes, et me retrouver moi, j'ai toujours été dans l'optique, moi, de vouloir me battre contre les plus forts. Toujours. Parce que, quand on a une épreuve face à un Théoura, face à un Claude, face à un Laurent, en face-to-face, et qu'on le bat, mais on est obligé de se surpasser et on est obligé d'être plus que 100%. Donc, tu sais ce que dit Théoura là tout de suite, il dit il n'y a pas de hasard. Donc tu vois, implicitement, il reconnaît aussi à ce moment-là ta supériorité.
Parce que c'est toi qui gagne ce duel. Ouais, à ce moment-là, mais c'est, je veux dire, alors, attention, on va mettre des gros guillemets parce que on compare des torchons et des serviettes, mais Théora et moi, à ce moment-là, bah, c'est un peu comme Federer et Nadal au tennis où ils sont tous les deux au plus haut dans leur domaine, ils se battent, il y en a un qui bat, l'autre qui bat sur une autre surface, l'autre un truc, Ouais. et pourtant, ça reste deux légendes incroyables. Et ouais, moi, faire une épreuve contre Thé, faire une épreuve contre Claude, contre non, mais vous imaginez pas dans quel état d'esprit moi ça me met. Ouais. Bah parce que ce sont les plus forts. Et la Simplement. satisfaction, le bonheur de battre Théora, parce Mais que c'est une ça n'a victoire pas pris. qui te remet dans la course, Ouais, mais c'est surtout une victoire contre Monsieur Théora. mais c'est ça, en individuel où effectivement il y a l'enjeu, mais je suis fier de pouvoir sur une épreuve battre Théora parce que voilà, en fait c'est pareil dans cette aventure-là à l'heure actuelle, il faut se mettre juste 2 minutes dans la tête de Sam, qui, je pense, c'est la 3e légende vivante de Koh-Lanta, là, Ouais. Claude a raison, c'est la relève, Ouais. et qui a battu la légende vivante, Claude, au cochon pendu. Ouais. Mettez-vous 2 minutes dans sa tête. Ouais. Mais ça À n'a 19 pas ans. de prix. À 19 ans. Mais c'est ça n'a pas de prix. Ouais. Et effectivement, moi, me retrouver à ce moment-là face à un thé sur une épreuve comme ça, sans savoir, parce que forcément, on n'est pas préparé, hein. On ne sait pas. Tout d'un coup, on nous emmène là, on nous dit, bah voilà, tu fais ça maintenant, et si tu viens, tu reviens. Ouais. Moi, dans ma tête, j'étais éliminé, c'était terminé, j'étais Ah lâché. oui. Donc, mentalement, on était sorti du truc, on est sorti de sa bulle. Thé, il est éliminé au conseil, et tout d'un coup, on lui dit, en fait, t'as une épreuve et tu peux revenir. Mais c'est super dur. Et là, Ouais. on se retrouve en plein cagnard avec un truc, enfin, je sais pas si tu t'en souviens. Ah, Moi, il fait j'ai une fait chaleur tomber mon de bâton, et j'ai fait tomber mon bâton quasiment tout de suite au bord du truc. Ouais. Et j'ai fait toute Non, mais l'épreuve avec c'est mon ça. bâton. Pour moi- mais j'étais pour à moi, ça. t'as perdu. Il était tombé le truc. Il était Ah, non, tombé. mais J'avais pour plus moi, aucune marge de manœuvre. Parce que dès Tout le de suite. départ, sans doute par excès de précipitation, par petite maladresse, Ouais, effectivement, tu te mets dans une situation où ton bâton dégringole et t'as plus le droit à l'erreur, alors que Théora, lui, reste stoïque, parfaitement installé. Franchement, Exactement. c'est pour moi l'un des plus gros retournements de situation. Dans ma tête, je te jure, je m'étais dit, bon, ok, c'est plié, l'ami Théora revient. Et à l'arrivée, mais c'est ça aussi, Koh-Lanta, c'est toi qui gagne. Mais c'est jamais gagné, jamais dans Koh-Lanta. Donc on le voit chaque saison, et tout le temps, Ouais. tout le temps. Et ouais, et franchement, ouais, je suis fier à chaque épreuve de me retrouver en individuel face à un Thé, un Laurent, un Claude, Ouais. parce que c'est les plus Tu forts. sais ce que dit Théora, c'est pas bête. Il me dit qu'il avait t'avais sans doute toi plus la rage de ton élimination en étant dernier de l'épreuve d'immunité que lui au conseil. Tu vois, et que c'est peut-être cette Ouais. rage, cette motivation de se dire mais non, mais j'aurais jamais dû perdre, qui t'a donné ce supplément d'âme et cette force supplémentaire pour gagner. Ouais, enfin alors je me souviens plus précisément, mais Ouais. non, clairement ce qui m'a donné la rage, c'était que ce soit Thé en face de moi. Et je Ouais. pense que, et c'est là où j'ai peut-être gagné parce que c'était Thé, et j'aurais Ouais. peut-être perdu parce que c'était un autre aventurier. Ouais. C'est parce que c'était, et forcément, c'est comme quand on compare aujourd'hui, on regarde pour les footballeurs, l'équipe du Paris Saint-Germain, quand elle va dans n'importe quel championnat aujourd'hui, dans n'importe quelle équipe, les autres équipes, Tu joues le match de se l'année. transcendent, mais Ouais, elles bien jouent sûr. le match de la vie, ils se transcendent, Ouais. et le Paris Saint-Germain arrive forcément un peu olé olé, en se disant, voilà, on va les battre, et en fait, boum, parce que les mecs, c'est le match de leur vie. Et moi, c'était l'épreuve de ma vie face à Thé. Ouais. Donc, forcément, c'est ça. Et quand je vois que tout de suite, je suis à la limite de perdre, je me dis, non, c'est pas possible. Ouais. Et là, mentalement, ouais, tu te surpasses et en fait, tu deviens un robot, quoi, tout simplement. Et puis derrière, tu gagnes la dernière immunité, cette immunité qui t'offre une place en finale, ce que tu avais manqué sur ton premier Koh-Lanta, et qui te permet de te balader pendant 9 épisodes avec un collier d'immunité que tu ne joues jamais. Jamais. Et Je suis pas sûr que ce soit déjà arrivé, ça. Je suis pas sûr que ce soit déjà arrivé sans être éliminé à un conseil. Exactement, sans être d'arriver éliminé. au poteau et d'avoir un collier, de jamais le jouer, parce que à l'époque, pareil, souviens-toi, on pouvait pas le donner. Hein. On n'avait pas cette possibilité. Non. Donc en fait, j'avais pas le choix que de le donner. Ouais. Je fais un peu une entourloupe à Laurent parce que effectivement, j'ai un collier, c'est la dernière épreuve, et lui était un peu en danger, et je gagne quand même, alors que j'aurais pu le laisser gagner. Mais ça, c'est mon esprit. Et là, je te jure qu'à ce moment-là, moi, ça m'emmerdait. Parce que je me suis dit, mince, Martin, il va pas jouer sa chance à fond, de toute façon, il s'en fout, il sera pas motivé, puisqu'il a un collier, quoi qu'il arrive, il est en finale. Et c'est ça que j'ai aimé. Et c'est ça le côté chevaleresque de Koh-Lanta. C'est d'être capable, même quand on a tout, même quand on est tranquille, même quand on est serein, de gagner une épreuve, parce que je pense que cette épreuve, elle restera, même s'il n'y avait pas d'enjeu crucial pour toi, elle restera gravée à tout jamais dans ta mémoire.
Mais c'est sûr, mais c'est avant tout une question de respect, en fait. Parce que, ouais, on a un collier, mais c'est pas parce qu'on a un collier qu'on est protégé que du coup on se bat plus. Ouais. Donc au contraire, il y a une épreuve, euh, collier, pas collier, immunité, pas immunité. À chaque épreuve, mon objectif, c'est de la Ouais. gagner. Donc, Alors tu sais, c'est tu as comme parlé ça. du PSG tout à l'heure, il y a Laurent qui dit il pourrait faire la même chose avec Marseille. Enfin voilà, ça y est, on commence à nouveau là. Ben voilà. On sent qu'il n'y a Erreur, pas de match en erreur. ce moment, on sent qu'on a envie de voir des joueurs. J'espère d'ailleurs à huis clos. Ça me fait rire que ça vienne de Laurent, ça d'ailleurs. Laurent, le foot, je pense qu'il sait même pas ce que ça veut dire. Ben non, Ça me fait rire. non, ben non, mais Laurent, il pense que le foot, on le fait avec des chaussures pour danser les claquettes. Aïe, aïe, aïe. Mais Ouais. ouais, c'était incroyable. Et en fait, et c'est vrai qu'à la fin, je vois Laurent qui me dit putain, Martin, bah, je suis éliminé, t'es con. Et voilà. Et je lui dis, mais je vais me battre. Et Phil, à ce moment-là, a pris la bonne décision. Ouais, parce qu'il y a Phil qui peut faire la bascule. Hein. Il faut. Ah ben Phil, il faisait la bascule parce que il y a Moundir et Philippe qui lui faisaient la cour et la danse pour qu'il les rallie. Et ils les avaient ralliés, hein, clairement. Hein. Et par rapport à ce qu'on avait vécu sur toute l'aventure avec Laurent, Phil et moi, etc. Je vais voir Phil, parce que Laurent, il n'était pas en position de force, il pouvait pas. Et je vais voir Phil, je lui dis Phil. Et en fait, j'ai pas eu vraiment besoin de discuter beaucoup avec Phil parce que Phil, c'est quelqu'un qui réfléchit avec son cœur. Voilà, c'est pas plus compliqué, il réfléchit avec le cœur. Et quand voilà, et puis finalement on a sauvé Laurent et on s'est retrouvés tous les trois sur ces poteaux et oh là là, quelle épreuve aussi celle-là. Oh. Et d'abord l'orientation, parce que là tu nous fais le grand chelem. Et t'es pas le seul à l'avoir réalisé ce grand chelem. Dernière immunité, orientation poteau. C'est un triptyque magique quand même, ça. Tu te rends compte? Ouais, non mais c'est. Qui te donne ta place en finale sans dépendre de qui que ce soit. Oui, c'est vrai, et j'ai le choix de choisir avec qui je veux aller en finale, etc. Et ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Je voudrais qu'on en reparle. Parce que tu as face à toi Phil et Laurent. Tu choisis Laurent. Je vais te poser quelques questions assez rapides comme ça. Est-ce que c'est un choix de cœur? Oui. Est-ce que c'est mon pote. C'est mon pote. Est-ce que tu penses... penses stratégie, parce que si j'avais choisi Phil... tu aurais plus de chances de gagner contre Phil? Oui, très probablement. Ouais. Très probablement. Mais j'ai choisi Laurent parce que je savais pertinemment qu'il allait gagner les 100 000 euros et parce que c'est mon pote. Ouais. Et j'ai réfléchi avec le cœur et pas avec ma tête. Et parce que c'est comme ça, en fait. On avait vécu 2 aventures ensemble absolument incroyables. Et c'est pareil, si tu te souviens, et c'était très drôle parce qu'il y a eu des images d'ailleurs qui ont été remontrées de ça, le premier jour de l'aventure. On est dans la même équipe, on arrive sur l'île, on part en expédition pour voir un peu ce qu'on pouvait trouver. Le premier jour, on trouve un rocher hyper haut et on se prend bras dans les bras et on se marre et on dit elle est là la finale. Elle est là, la finale. Et on se retrouve tous les deux en finale. Ouais. Mais quel coup de cul. Et c'est vrai que, ouais, en fait, la question s'est pas posée, c'est le cœur et je suis triste pour Phil et tout ça, mais en même temps, ouais, j'ai été parfaitement honnête, j'ai eu cette chance de pouvoir choisir, qui n'est pas un choix facile, faut de choisir dans ces conditions. Mais voilà, j'ai choisi mon pote et en fait, voilà, c'est tout. Attends, il faudrait que j'arrive à le retrouver. Ravière, moi aussi j'ai réussi un triptyque. Attends, attends, qu'est-ce qu'il veut dire comme bêtise, Ravière? Attends, j'arrive plus à le retrouver. Bon, il faut qu'il me le renvoie, j'arrive pas à le retrouver, là, ça a bloqué mes trucs. Non, moi, ce que je voudrais qu'on dise aussi ce soir, moi je trouve que c'est une des symboliques de Koh-Lanta, votre amitié. Parce qu'on est d'accord. Compte tenu du contexte, compte tenu de votre éducation, de votre enfance, on est d'accord que sans Koh-Lanta, il n'y avait aucune chance que Laurent et toi ne soyez un jour amis dans la vie sans Koh-Lanta. Aucune. Et aujourd'hui, vous êtes encore très amis. Ouais. Il était à mon mariage, les 2 fois, civil, religieux. Ah ouais, mais clairement. Et j'en ai quelques-uns comme ça dans Koh-Lanta, ça se compte sur les doigts d'une main. Et eux, c'est à vie. Ouais. C'est à vie. C'est devenu des meilleurs amis. Clairement. Ouais. Et je sais que je pourrais, quoi qu'il arrive, compter sur eux toute ma vie si j'ai un problème et eux savent qu'ils pourront compter sur moi. Ça, c'est clair. Ouais. Bon, bah, alors, j'ai réussi un triptyque orientation, maison du jury, avion. Voilà ce que dit Ravière. Merci, Lucie, qui est toujours là pour m'aider quand j'ai du mal à poser les questions. De mauvaises questions, hein, comme nous le disait cet internaute tout à l'heure si gentiment, et lire tous les messages qui sont souvent extrêmement sympathiques. Voilà, donc c'est ça que j'aime bien aussi, et franchement, j'oublierai jamais ce moment, parce que quand tu choisis Laurent, c'est vraiment le choix du cœur, et ce choix-là, ben, il n'y en a pas eu énormément qui l'ont fait, mais ce qu'on peut comprendre, parce que quand on arrive à ce stade-là,
ben, on veut gagner, on veut être l'ultime survivant de koh-Lanta, et ce choix du cœur t'éloignait, c'est vrai, compte tenu du contexte, de la victoire. Ouais, mais remettons aussi les choses dans le contexte. À ce moment-là, je me suis éloigné du chèque de 100 000 euros. Ouais. Mais est-ce que finalement, au fond, quand on gagne pas mal d'épreuves, quand on gagne l'épreuve d'orientation, quand on gagne l'épreuve de koh-Lanta, est-ce qu'on n'est pas un petit vainqueur de koh-Lanta, en réalité? Parce qu'on choisit qui on emmène en finale. Ouais, j'ai perdu 100 000 euros. Mais Laurent, à l'époque, 100 000 euros, ça lui changeait sa vie. Sa maman était malade. Il avait besoin de l'aider pour la soigner. Moi, avec 100 000 euros, je partais en vacances. Ouais. Ça me changeait pas ma vie. Enfin, tu partais en vacances, puis tu investissais dans tes affaires. Mais on est 1000 fois d'accord. Attention, que mes propos ne soient pas déformés. On est 1000 fois d'accord. Mais entre quelqu'un pour qui ça change la vie, parce qu'il peut aider, soigner sa maman, rembourser des dettes, etc., et moi qui, oui, je pouvais investir dans mes business, mais ça ne m'empêchait pas de me nourrir et ça ne me permettait pas de soigner un proche d'une maladie. Donc, en fait, pouvoir choisir, quelque part, c'est un peu gagner aussi. Et ouais, moi, voilà, non, j'ai pas gagné le titre de koh-Lanta et je suis pas, vous avez pris, ce sont 5 vraiment candidats hyper sains, hyper honnêtes et formidables, mais vraiment incroyables. Donc, ça va leur aller droit au cœur. C'est juste incroyable parce que ça chamboule tout le monde en fait, parce que ni les anciens sont au courant de ça et peuvent se préparer, ni les nouveaux. Et je comprends parce que c'est hyper déstabilisant pour des nouveaux que de voir des anciens là, et c'est aussi autant déstabilisant pour des anciens que de se dire en fait ça va être compliqué parce que les nouveaux ils sont déjà là, ils sont déjà formés, ils sont déjà ensemble, et en fait on fait peur. Donc non, franchement, je suis pas certain que si vous aviez donné le concept avant à ces anciens, ils seraient tous partis. Ah non, parce que je pense qu'ils ne seraient pas partis. C'est tellement inédit et tellement que et c'est incroyable parce que qu'est-ce qu'il y a comme rebondissement, et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Bon, ton coup de cœur. Donc, ancien ou nouveau, parce que les deux, mon capitaine. Voilà, je suis tellement content de revoir Claude dans une saison, mais tellement content, et ça, je me régale. Maintenant, je pense qu'il a raison, la relève, elle est là. Hein. Sam, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Mais, alors, humainement, on va pas dire qu'il est pas là, parce que il faut qu'il apprenne et qu'il mûrisse pour s'ouvrir. Mais c'est quelqu'un de tellement sain. 15 candidats avec le plus d'épreuves gagnées, les plus forts. Les plus forts. Parce qu'on va voir où est-ce que je me situe vis-à-vis des plus forts. Mais ouais, c'est une aventure qui est tellement extraordinaire. Et c'est pour ça, je trouve que il y a autant de liens en fait entre nous tous, et des années après, même quand on n'a pas partagé forcément des saisons, c'est qu'on a vécu une aventure ensemble qui est tellement traumatisante, mais de manière positive. Tellement traumatisante dans le bon sens que inévitablement on garde des liens, et forcément ça nous ramène un peu de ce que était la genèse un peu de tout ça, et on n'a pas de téléphone, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de notion de rien du tout. Il y a Claude qui dit t'es obligé de revenir. Et il y a Laurent qui dit mytho. Donc tu vois, les avis, ça commence à chambrer. Hein. Bon, et un mot sur la stratégie, sur Ahmad, parce que tout le monde en parle. Tout le monde a été forcément marqué d'une manière ou d'une autre. Il n'a laissé personne indifférent, que ce soit négativement ou positivement. Ça, c'est sûr. Mais je ne suis pas sûr que Ahmad ait déjà regardé koh-Lanta dans sa vie, en vrai. Mais si, mais il n'arrête pas. Il regarde le koh-Lanta français, le koh-Lanta américain, le koh-Lanta italien. Enfin, c'est une mémoire de koh-Lanta. C'est justement parce qu'il a surtout regardé le koh-Lanta américain qu'il a voulu se lancer à corps perdu dès le départ, peut-être un peu trop tôt, dans la stratégie. Ouais, mais on est en France, on n'est pas aux États-Unis, et alors j'ai jamais regardé les koh-Lanta américains, mais on connaît la mentalité américaine et on sait que les mecs sont des barjots, donc c'est inévitablement pas pareil. Et c'est vrai que il aurait peut-être dû regarder un peu plus koh-Lanta français, parce que sachant qu'il avait déjà quelques faiblesses au démarrage, que ce soit dans les épreuves ou en natation, mais ça c'est pas grave. Je veux dire, nous on en avait un dans ma saison au démarrage, GG, il savait pas nager du tout. Il a été éliminé assez rapidement parce qu'il était un peu relou, mais c'est pas ce qui va nous faire éliminer. C'est pour toi, il a commencé la stratégie beaucoup trop tôt. Mais 1000 fois trop tôt, et éliminer à ce moment-là,
Ça n'a pas de sens. Je comprends que dans sa situation, il a envie d'éliminer Théé ou Claude ou 1000 fois. Et je pense qu'il a raison si on se met à sa place. Si lui veut aller plus loin, sachant qu'il a des difficultés en sport, il se doit d'éliminer les plus forts. Il a raison, il faut se mettre à sa place. Mais maintenant, pas quand on est en équipe et pas au troisième épisode. Et aujourd'hui, même si c'est jamais gagné dans Koh-Lanta, on sait qu'on a quand même quelques supplémentaires, en tout cas sur les premiers conseils, parce que c'est souvent sur le premier ou le deuxième conseil que les cartes se sont jouées. Après, il y a tout qui est chamboulé. Mais en tout cas, on a plutôt tout intérêt à être, en termes de numéraire, un tout petit peu plus nombreux que l'équipe adverse. Donc si on élimine les plus forts, on va pas gagner les épreuves d'immunité en équipe. Et là, à ce moment-là, on va se retrouver à être moins nombreux. Et au premier conseil, ouais, il y a des chances de se faire éliminer. Après, ça change. Mais c'était trop tôt. C'était trop tôt. Bon, tu me parles de GG, on se souvient. Alors, il n'avait pas obligé son équipe à abandonner, mais je me souviens d'une épreuve où il y avait un tout petit peu de courant et le courant était plus fort que la progression de GG dans l'eau et il reculait. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était oui, c'était les pierres dans l'eau. Les pierres dans l'eau. Voilà, c'était difficile. Maintenant, GG, il a été éliminé parce qu'il fatiguait les équipes. Mais qu'est-ce qu'il était actif sur le camp pendant ces 6-7 jours? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a rapporté comme crabe? Qu'est-ce qu'il a aidé pour la cabane? Et c'est des projets qui sont magnifiques. Donc non, c'est super bien. Ouais. Parlons en ce moment, c'est un peu chaud. Bah ouais, forcément, on pense aux restaurateurs, hein, on le disait avec Ahmad, on le disait avec Théoura, évidemment aux hôteliers, parce que la crise va être compliquée à dépasser. Il faut que le confinement dure le moins longtemps possible pour vous, évidemment. Un mot sur ta passion, l'aviation. Tu es aussi pilote. Exactement. J'ai cette chance-là et c'est une passion qui m'a été transmise par ma meilleure amie là, qui elle aussi est pilote, où toute sa famille est pilote, et par hasard, il y a une dizaine d'années, et j'ai été piqué par ce virus-là, et maintenant c'est une passion dans la vie que j'arrive à joindre aussi professionnellement, parce que ça me permet de me déplacer aussi de manière hebdomadaire dans tous mes établissements. C'est-à-dire que tu vas d'un hôtel à l'autre en avion. Oui, c'est ça. Et puis ça me permet d'emmener parfois mon architecte, mes chefs de service, des équipes pour transférer de l'un à l'autre et tout ça. Et puis c'est tellement beau de pouvoir avancer en 3 dimensions au-dessus de tout ça. Donc ouais, non, c'est incroyable. T'as la belle vie, mais tu te l'es construite. C'est incroyable. On n'a rien sans rien à un moment donné. Et puis il y a ce fameux dicton avec un vélo de course. Hein, on a beau avoir un vélo de course, si on pédale pas, on n'avancera pas. Donc j'ai de la chance. J'ai eu de la chance à un moment donné et j'ai peut-être su la fructifier ou en tout cas en profiter. Mais je vous promets que je travaille énormément pour en arriver là aujourd'hui. Et s'il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est jamais acquis et il faut jamais s'arrêter. Donc je trouve que j'ai de la chance parce que je suis épanoui et heureux et fier de ce que je fais avec les équipes. Donc j'ai de la chance. Et c'est vrai que c'est plus agréable quand on se lève le matin heureux de travailler que quand on doit travailler pour payer ses fins de mois et qu'on n'est pas forcément épanoui ou reconnu dans sa juste valeur par son patron. Cette chance-là. Martin, tu parles de tes équipes. Sache qu'il y a déjà une pétition qui circule dans tous tes établissements pour que tu coupes ta moustache sous peine que tous tes collaborateurs démissionnent et partent voir ailleurs. Je ne serai plus jamais respecté maintenant. Merci, c'est sympa. C'est toi. Nous, on t'a... Mais je pense que s'ils me regardent, ils vont se marrer. Ta moustache de viking. Bon, allez, on va terminer avec un questionnaire hôtelier de circonstances. Mer ou montagne? Mer. Petit-déj en chambre ou au buffet avec tout ce qu'il faut, beaucoup plus copieux et détaillé? Buffet, sans hésitation. Ah ouais? Si tu dois organiser une dégustation dans l'un de tes restaurants, tu mets plutôt des verres de cocotier ou des yeux de barracuda? Des yeux de barracuda, un peu plus impressionnants. Si tu dois organiser dans les jardins d'un de tes hôtels une épreuve de Koh-Lanta, les poteaux ou le paresseux, le cochon pendu? Les poteaux, parce que plus simple à organiser. Maintenant, les paresseux, je pense, plus spectaculaires. Est-ce que tu crois qu'il serait possible dans la piscine d'un de tes établissements d'organiser une des épreuves que tu as gagnées, à savoir les pierres sous l'eau? Alors, j'ai pas de piscine, malheureusement. D'accord. J'ai la mer, ça, quelle épreuve, quelle belle épreuve. Probablement, je pense, ma préférée. Si tu dois organiser une soirée à thème dans un de tes hôtels, est-ce que tu préfères des déguisements d'aventurier ou un déguisement plutôt jet set? Aventurier sans la moindre hésitation. Bon,
Ouais, remarque, tu pourrais être bûcheron, toi aussi, avec ce look-là. J'ai pas vraiment le look jet set. Non, j'ai pas le look de ça. Pas du tout. D'accord. Attention, tu as besoin, allez, il faut mettre de l'ambiance dans un de tes hôtels. Il te faut un ambianceur. Laurent ou Claude? Désolé mon Claude, mais je choisis Lolo là. Ça c'est sûr. Bah non, mais il est dingue. Si tu m'avais dit Claude, je te dis, mais non, mais moi je prends tout de suite Lolo. Lolo. Mais je rajoute la paire Lolo et Nessim. Là, je pense qu'il me ruine. Alors là, c'est foutu là. Là, c'est foutu. Dylan ou Joseph? Tu sais, celui qui éteint le feu. Oui, Joseph, mais il est fou furieux ce mec. Il va faire parler de lui aussi. Hein. Bon, Dylan, qui viendrait forcément s'il est ambianceur chez toi avec ses petits mocassins en c'est ça. Non, et puis je l'ai rencontré plusieurs fois, je le connais un petit peu. C'est quand même un chouette garçon. Enfin, c'est un vrai garçon gentil. Sarah ou Inès pour ambiancer une soirée? Il n'y a pas de fatigue qui soit? Ou Inès l'infirmière? Ça dépend si côté un peu plus brut ou côté un peu plus... les deux sont tellement différentes. Mais c'est pour ça que je connais Sarah parce que j'ai eu la chance de participer à une aventure avec elle et que c'est une femme extraordinaire, humainement. Je connais pas Inès. Maintenant, ce qu'elle dégage est quand même ça a l'air d'être une jeune fille très saine. Non, forcément, je connais plus Sarah, donc je vais dire Sarah parce que je la connais, mais je pense que Inès gagne à être rencontrée, ça c'est sûr. Bon, allez, un rôle. Il faut que tu recrutes pour tes nouvelles équipes. Tes anciens collaborateurs sont partis parce que tu as décidé de garder ta moustache. Théoura postule. Tu l'affectes à quel poste? Veilleur de nuit. Pourquoi? J'en sais rien. Il va prendre la cuisine, il va être le chef de ma cuisine, il va me faire du riz au lait avec un peu de coco et des petits plats exotiques. T'es le bienvenu pour faire une animation chez moi avec mes hôtels, ton camion ou autre, mais avec grand plaisir et quand tu veux. Sam, tu le mets où? Sam? Ouais. Alors Sam, vous allez peut-être être surpris, mais je le mets voiturier. Parce que ça va être en ordre, hein, les voitures elles vont être en mais non, mais carré, hein. C'est quelqu'un de confiance et c'est un métier il faut avoir vraiment confiance en ses équipes parce qu'on peut vite faire le fanfaron avec des jolies voitures. Et Sam, c'est une personne sur laquelle on le regarde 2 minutes, on a confiance en lui. Et c'est quelqu'un de tellement droit, je pense tellement serviable que inévitablement, il va vouloir. C'est le premier contact avec le client, hein. C'est le premier. Donc c'est le plus important. Donc il va vouloir tout faire forcément hyper bien, de manière hyper méticuleuse, hyper carrée. Donc je pense que je le mets voiturier. Bon, un dernier mot. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ceux qui veulent s'inscrire à Koh-Lanta? On est le combien d'ailleurs aujourd'hui? Je sais pas, on est le 16. Le 16. Vous avez jusqu'à demain, les amis. Vous avez jusqu'à demain pour envoyer votre dossier. Normalement, c'est par courrier, mais vous pouvez le faire exceptionnellement dans la période trouble que nous traversons par mail. Donc, allez sur le site MyTF1 si vous avez encore quelques heures pour tenter votre chance. Envoyez votre dossier de candidature. 17 avril, c'est-à-dire demain, dernier jour. Allez, un petit conseil pour les retardataires, pour ceux qui se disent, tiens, ce soir, Martin, il m'a donné la rage d'y aller. Si vous avez un doute, c'est qu'il n'y en a pas, faites-le. Parce que vous ne le regretterez pas, ça c'est clair et net. C'est une aventure qui est tellement exceptionnelle. Donc faites-le. Ça va vous changer la vie, ça c'est clair et net. Il y aura un avant et un après. Mais restez vous-même. N'essayez pas de jouer un jeu, n'essayez pas d'être too much, n'essayez pas de faire semblant. Vous allez voir que Koh-Lanta, finalement, c'est ce que vous êtes, clairement, dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours. C'est vos valeurs, c'est ce que vous dégagez. Parce que quand on a ni nourriture, ni proche, ni hygiène, ni tout ce qu'on veut, on revient un peu aux bases et on s'aperçoit qui on est vraiment. Donc n'essayez pas de faire semblant parce que vous serez vite rattrapé par la réalité. Faites-le parce que quelle aventure. Bon, comme je t'ai posé des questions sur comment affecter les salariés, il y en a qui me disent Claude, on le mettrait soit sommelier, soit directeur d'un établissement. Et puis Moussa, vu sa carrure, on le mettrait lui comme Vichil, comme videur. Mais je pense que tu pourrais le prendre comme ambianceur aussi, mais comme musicien maintenant, puisque tu as créé un morceau.
Mais de loin, j'ai de quoi compléter l'intégralité d'une équipe avec tous les aventuriers. Mais sans le moindre doute, hein, même si les mecs sont pas du métier. Hein. Ils ont une personnalité qui est tellement extraordinaire que, ouais, c'est sûr, j'ai de quoi faire. Mais Bon. je remplacerai pas mon équipe pour autant. Martin, regarde ce que j'ai dans les mains. Oh, c'est un joli cadeau, ça. Ça te fait penser, effectivement, hein, le jour de ton mariage, Ouais. C'est un Là. très joli cadeau. le flambeau de koh. Et tu vas le transmettre virtuellement demain à 2 invités. Car pour la première fois depuis 3 semaines, puisque ça fait déjà 3 semaines qu'on a commencé ce live quotidien koh, eh bien ce sont 2 aventuriers qui vont nous rejoindre, puisque c'est un couple à la ville, un couple dans l'aventure, en tout cas dans l'aventure koh. C'est Benoît et Yesta. Ils étaient finalistes tous les 2. Ils se sont rencontrés ensuite, ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés, ils ont eu un petit garçon, Julian. Aujourd'hui, ce sont des influenceurs reconnus, ils vivent du côté de Toulouse. Et moi, je serais ravi de les avoir tous les 2 demain, parce que vous le verrez, ils sont très différents, ce sont des personnalités différentes, mais ce sont aussi des gens qui ont marqué l'histoire de koh. Et je dois dire qu'une belle histoire d'amour, un mariage avec un petit garçon comme ça, c'est une belle fierté. Ça sert pas à ça, koh, mais ça peut aussi permettre de faire des rencontres. Donc Benoît, Yesta seront avec moi demain pour notre plus grand plaisir. 18h, même heure, bien évidemment, même endroit, entouré de tous les totems. Et je suis persuadé que Martin, d'où il se trouve, avec ou sans moustache, écoutera religieusement Benoît et Yesta. Merci Martin, merci à toi de nous avoir accueillis. Depuis chez ta belle-mère, j'espère que tu n'as pas monopolisé trop la 4G ou le Wi-Fi de la belle famille. Et puis tu embrasses tout le monde, tu embrasses madame et tu embrasses la petite Lou. Eh ben, on est super bien au clos, on a beaucoup de chance et j'embrasse tout le monde. Et merci beaucoup et à très vite. Salut Martin, Merci. salut à Bye. tous, Merci. passez une bonne soirée, restez bien confinés, ensemble à la maison, restez chez vous, c'est essentiel. À demain soir avec Benoît et Yesta. Salut. Bye bye. Au revoir.